C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent. Nos dames émancipées, les médias sous le roi. Mon peuple articulé, d'un pantin au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde de militaires, de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté libre, bête et chérie, ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie, et la fraternité se meurt. Très jolie chanson. Je ne la connaissais pas en toute sincérité et franchement, elle est superbe. J'ai cru peut-être entendre la voix de notre amie Chloé Sage, mais... De notre amie? Pardon, j'ai pas entendu, Pierre? Chloé Sage. Ah, je sais pas. Mais j'ai un petit doute. Donc voilà, ça c'est justement... Mais il me semble que j'ai reconnu un petit peu sa tonalité. Donc voilà, donc pour les amis qui viennent nous rejoindre et qui se disent, bah tiens, Pierre, il est avec une invitée. Bah oui, mon invitée, c'est Jocelyne Chassard. Alors Jocelyne Chassard, je vais vous faire un petit peu un parcours rapide. C'est une personne qui se bat depuis très longtemps. Elle se battait déjà à l'époque des Gilets jaunes. Elle a eu quelques petits problèmes avec la justice, voilà, parce que voilà, malheureusement, comme beaucoup de personnes qui ont eu, qui sont battues avec les gilets jaunes. Et là, actuellement, elle se bagarre. Et elle se bagarre contre qui? Elle se bagarre contre tout simplement le rectorat et contre
cette administration parce que depuis 2019, si je ne me trompe pas, elle a été révoquée une première fois, ça a été annulé, elle a été révoquée une deuxième fois, et là, elle se bagarre. Voilà. Donc, je vais renvoyer le micro à Jocelyne, qui va un petit peu vous expliquer tout ça de façon beaucoup plus concentrée. Si vous voulez en avoir un peu plus, ben, ou vous refaites du replay, ou vous allez sur sa chaîne YouTube où j'ai laissé le commentaire. Alors, il y a des amis qui me disent que le lien a un petit peu du mal à fonctionner. Ça ne me surprend pas, en toute sincérité, parce que Face de Bouc, vous connaissez, hein, et dès qu'on leur parle des choses qui dérangent, regardez ce matin, quand j'ai essayé de vous mettre la vidéo sur le film de Mel Gibson, vous avez vu comment ça a ramé, hein. Donc voilà, donc c'est un petit peu difficile. Voilà, et je reprendrai le message à Gilles. Bonjour Gilles, merci beaucoup. Mélisse Nel, une résistante. Effectivement, mais tu sais, il y en a beaucoup, hein, des résistants, des résistantes. Ils sont pas tous sur les réseaux sociaux parce qu'on sait très bien que les réseaux sociaux sont énormément surveillés, mais ce sont des gens qui se battent au quotidien. Et moi, ça me fait énormément plaisir de voir des gens qui se battent comme ça. Et je me dis, ça me fait énormément plaisir pour deux raisons. Ça me fait énormément plaisir parce que je me dis que finalement, on est peut-être beaucoup plus d'éveillés que ceux que l'on ne croit. Et la deuxième, c'est que je suis sûr que Jocelyne, après tout le parcours qu'elle a fait, qu'elle va avoir un gain de cause. Parce que de toute manière, comme la connaissance, c'est, excusez-moi d'employer ce terme-là, elle le prend pas mal, Jocelyne, mais c'est une pitbull. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a chopé sa proie, elle va pas la lâcher. Oui. Donc, si vous aussi, vous êtes comme Jocelyne, et si vous aussi, vous avez des problèmes, je suis sûr, les amis, que si vous rentrez en contact avec Jocelyne, elle vous fera un plaisir de vous expliquer et de vous orienter comment faire, parce qu'elle a déjà vécu. Donc, elle va pouvoir vous aider. Mais pour ça, je vais renvoyer le micro à Jocelyne. Alors, Pierre, je voudrais rebondir sur le clip de Mélisse Nel et remercier donc l'amie qui nous a mis en relation, toi et moi, aujourd'hui, parce que c'est elle qui me l'a fait connaître. Je ne connaissais pas du tout, et je trouve vraiment ce clip très 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 bien. Et tu sais, ça m'a rappelé aussi donc l'histoire de David et Goliath que je t'ai raconté, parce que là encore, la petite fille, quoi, elle casse l'engrenage de ce système qui broie les gens, les êtres humains, elle le casse avec juste une pierre. Tu vois, exactement comme David avait lancé une pierre contre Goliath et l'avait fait s'effondrer, et bien là, la petite fille, elle casse l'engrenage avec une pierre. Et pour moi, la pierre, c'est pas du tout une arme physiquement violente, pas du tout. C'est vraiment l'arme du droit. Et c'est pour ça que dans le logo qu'un autre ami de mon équipe de soutien a créé pour l'opération que j'ai lancée le 9 juin, en fait, ça représente le glaive, un glaive, une épée qui soutient les deux plateaux de la balance, d'une balance. Donc la balance représente évidemment la justice, et le glaive, c'est tout simplement une représentation de la force, de l'énergie qu'il faut pour utiliser le droit au service de son combat pour la justice. Et souvent, j'entends dire autour de moi, et je l'ai entendu dire quand je manifestais avec les Gilets jaunes, souvent j'entends dire, mais le droit c'est compliqué, et puis de toute façon, il y a une justice à deux vitesses, et puis on est condamné d'avance, et tout ça. Et moi je dis que non, il ne faut pas partir défaitiste, ce n'est pas vrai. Alors évidemment que par rapport à d'autres personnes qui ont des familles, moi je suis célibataire, donc évidemment que j'ai plus de temps, et puis par ma formation, je suis professeur en documentation, j'ai plus l'habitude de faire des recherches documentaires. Mais il ne faut jamais s'avouer vaincu d'avance, et ne serait-ce que faire des petites recherches pour connaître un petit peu ses droits, ça nous rend forcément beaucoup plus forts. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans la Déclaration des droits du 26 août 1789, il y a quelques articles qui sont, à mon avis, qui sont toujours révolutionnaires. Par exemple, il y a l'article 15 de la Déclaration des droits qui est « La société a le droit de demander des comptes à tout agent public sur son administration ». Donc, la société, il faut bien comprendre que c'est nous, toutes et tous, les citoyennes et citoyens de la République. Donc, nous avons le droit
de demander des comptes aux agents publics sur leur administration. Et il y a un autre article, c'est l'article 2, qui dit que les êtres humains ont 4 droits naturels et imprescriptibles: la liberté, la sûreté, la propriété, ça c'est les constituants girondins qui ont voulu inscrire ça, et le 4e, Pierre, le 4e, c'est la résistance à l'oppression. Ça veut dire que résister à l'oppression est un des droits, des 4 droits naturels et imprescriptibles des êtres humains dans la République française. Il faut que chacun de nous et chacune d'entre nous soit persuadé de ça. Parce que quand vous balancez à des personnes qui ont un petit peu de pouvoir, quand vous leur balancez cela, les personnes, elles sont déstabilisées. Parce qu'elles se disent: oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce citoyen lambda là que je prenais pour un teubé, et il ou elle connaît l'article 2 de la Déclaration des droits du 26 août 1789. Donc, dès que vous prononcez, dès que vous affirmez vos droits de cette façon, vous déstabilisez votre adversaire. Parce que vous lui montrez que non, vous n'allez pas être un petit pantin, comme dans le clip de Milly Ismaël, vous n'allez pas être un petit pantin qui est accroché par un crochet et qui va se faire broyer dans la broyeuse de visible. Vous n'allez pas agir de cette façon. Voilà. Voilà. Alors, je vous ai mis à l'écran. Pardon, c'était en plein écran, c'était pas ce que je voulais faire. Voilà, je voulais plutôt le mettre comme ça. Je vous ai mis l'article 2, donc je vais essayer de vous le grossir de manière à ce que vous puissiez mieux le voir. Et il dit ceci, je le lis d'ailleurs devant vous, hein, et ça reprend exactement ce que disait Jocelyne. L'article 2 du titre 1 de la Constitution de 1791 énonçait le but de toute association politique qui est le droit naturel et imprescriptible de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Voilà. D'accord. Voilà. C'est marqué noir sur blanc, la résistance à l'oppression. Donc, quand vous savez, mes amis, des fois, je vous dis, mais allez voir sur mon profil, vous allez voir, moi, la première photo que vous voyez sur mon profil, c'est « Je suis en désobéissance civile ». Et je ne changerai pas. Voilà, tout simplement. Donc, il faut toujours être, à partir du moment où vous considérez que ce qu'on fait contre vous n'est pas bien, vous êtes en droit de dire non, vous êtes en droit de dire stop, et vous êtes en droit de tout simplement demander réparation au préjudice que vous avez subi. Tout à fait. Oui. Voilà. Et je voudrais ajouter, Pierre, je voudrais ajouter que cette résistance à l'oppression, et comme je te l'ai dit, je ne supporte pas physiquement, je ne supporte pas les abus de pouvoir. Moralement, physiquement, je ne supporte pas. Donc, cette résistance à l'oppression, c'est une des choses qui m'ont amené à manifester avec les Gilets jaunes depuis janvier 2019. Tu vois, c'était la résistance à l'oppression du dictateur qui est actuellement locataire de l'Élysée, malheureusement. Et c'est aussi le moteur qui m'a fait descendre dans la rue et commencer à résister à la tyrannie covidiste de l'actuel locataire de l'Élysée à partir de mars 2020, parce que c'est une oppression, c'est une tyrannie, c'est une violation de nos droits les plus élémentaires. Et donc, il faut, je veux dire, on ne peut pas rester impuissant et on ne peut pas rester inactif. C'est impossible. Ou alors, on est comme les pantins dans le clip de Milly Ismaël. Il faut choisir. Eh oui. Eh oui, il faut choisir. Donc, on va enchaîner et on va regarder, si tu me permets, je crois que c'est la dernière partie de ta vidéo. Et surtout, les amis, comme je vous le disais, c'est vrai, je ne le dis pas assez. C'est vrai, des fois, on me dit, tu devrais le dire plus souvent, mais surtout, les amis, s'il y a une chose qui est très, très importante sur ce live-là, je sais que par rapport au live du café de matin, on est peut-être un tout petit peu moins nombreux, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un live spécial. Et moi, je veux vous dire en toute sincérité, Jocelyne, et elle peut le confirmer, il y a encore 3 heures, on ne se connaissait pas. Oui. Voilà. Il s'avère qu'il y a une amie qui m'a appelé, qui me dit, écoute Pierre, moi j'ai un problème, j'ai une amie qui, voilà, et expliqué. Et moi, en toute sincérité, et je lui ai dit à Jocelyne, je lui ai dit, moi, j'étais voir un petit peu qui tu étais.
Bien sûr, Voilà. mais tu as eu Parce raison. que moi, je me suis dit, moi, je veux bien inviter sur la page des colères de rue, mais je suis rarement un petit peu. Et je suis tombé sur des vidéos où j'ai vu que c'était effectivement, et je l'ai dit dans le descriptif, une amie résistante, qui était vraiment dans la résistance, qui s'est battue, qui se bat, qui continue à se battre, et que même une fois qu'elle aura gain de cause, je suis persuadé qu'elle sera prête à se battre pour aider d'autres personnes à avoir aussi gain de cause. Et en venant en gain de cause, il y a une question que je me pose, c'est tout à l'heure dans la vidéo, tu as dit que en Martinique, le problème, il avait été résolu. Est-ce que ça pourrait éventuellement, alors je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, d'accord, mais est-ce qu'éventuellement, ça pourrait te servir, toi, comme jurisprudence? Alors, c'est une très bonne question, Pierre, merci. Donc, évidemment que ça peut me servir parce que cette comparaison entre le travail d'instruction qui a été correctement fait, normalement fait par le juge administratif au tribunal de Martinique, eh bien, je l'ai fait connaître au juge Éric Mess à la cour d'appel de Nancy et à Philippe Christie au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Je l'ai fait connaître, c'est-à-dire que quand je leur ai écrit donc les courriels d'interpellation, comme on va le voir dans la troisième partie de la vidéo, quand je leur ai écrit ces courriels d'interpellation, je leur ai rappelé, bien sûr, que des collègues à eux en Martinique avaient fait correctement leur travail d'instruction. Et je l'ai aussi rappelé à des membres du Conseil d'État, puisque comme je te l'ai dit, quand j'écrivais ces courriels, eh bien, je mettais en copie une vingtaine de membres du Conseil d'État, qui, je le rappelle, est la plus haute juridiction administrative en France. Donc, bien sûr que je vais me servir de cette comparaison pour, encore une fois, pointer l'inertie et la carence et la partialité de Philippe Christie et Éric Mess jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr que je vais m'en servir. D'accord, ok. Eh bien, comme vient de vous dire Jocelyne, on va vous montrer la dernière partie de la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Du coup, eh ben, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que j'ai envoyé des courriels d'interpellation. Qu'est-ce que c'est des courriels d'interpellation? Ce sont des courriels qui sont adressés bien sûr à une personne, destinataire principal, mais je peux mettre jusqu'à 99 personnes en copie ouverte. Et donc, ça veut dire que quand M. Éric Mess ou M. Philippe Christie reçoivent un courriel de moi-même, eh bien, ils comprennent qu'il va y avoir 99 personnes qui vont aussi le lire. Et ces 99 personnes, eh bien, évidemment, je les ai choisies. Donc, quand j'écris à M. Éric Mess ou à M. Philippe Christie, eh bien, je mets en copie, premièrement, les collègues de M. Christie au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Et par exemple, à gauche, vous voyez M. Alain Poujade, qui est le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Je mets aussi Mme Fadier Sylvie, qui est présidente de la Cour d'appel de Nancy, donc c'est la chef de M. Éric Mess. Et puis j'ai mis aussi les membres du Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État en France, c'est le niveau, c'est le troisième et dernier niveau de la juridiction administrative. Et normalement, je dis bien normalement, ce sont des personnes qui sont encore plus compétentes que les membres des cours d'appel administratives ou des tribunaux administratifs, qui sont encore plus compétentes pour pouvoir protéger les droits des administrés. Normalement. Donc là, vous voyez, deux personnes très, très importantes au Conseil d'État à qui j'ai mis mes courriels en copie. Donc, à gauche, vous voyez, il s'agit de M. Didier Roland Tabuteau, c'est le vice-président du Conseil d'État. Et à droite, vous voyez Mme Brigitte Fémolan, c'est la présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives. Voilà. Donc, depuis le 29 juin 2023, j'en suis à mon 6e courriel que j'ai envoyé, soit directement à M. Éric Mess, à M. Philippe Christie, soit à Mme Brigitte Fémolan, ou à Mme Sylvie Favier, ou à M. José Martinez, qui est le vice-président de la Cour d'appel administrative de Nancy. Voilà. Donc, j'ai fait ces courriels, j'en ai fait 6 depuis le 29 juin 2023. Et je peux vous dire que préparer un courriel d'interpellation, ça me demande énormément de travail parce qu'il faut que je réfléchisse non seulement à la formulation, mais il faut aussi que je réfléchisse aux exemples,
que je dois mettre pour pouvoir convaincre mes interlocuteurs. Et je leur ai mis, à chaque fois, en fin de courriel, je leur ai mis les liens vers les vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube depuis le 16 juin 2023. C'est-à-dire que tous les directs, j'en suis, aujourd'hui c'est le 9e direct, donc tous les directs que j'ai publiés sur ma chaîne YouTube, eh bien, j'ai mis le lien vers ces émissions en direct dans les courriels que j'ai adressés à tous ces juges. Voilà. Et j'espère que ça va leur faire comprendre vraiment, d'une part, que je maîtrise mon sujet, que je connais mon sujet, je connais mes droits, et d'autre part, eh bien, je suis totalement déterminée à obtenir justice et à obtenir les 2 mesures d'instruction que je demande et qui, lorsque je les obtiendrai, eh bien, feront exploser le harcèlement moral, l'entreprise de harcèlement moral du rectorat de Reims et l'organisation irrégulière du conseil de discipline du 21 mai 2019. Voilà, c'est ça que je veux obtenir et je l'obtiendrai. Parallèlement, à chaque fois que j'ai envoyé un courriel au juge que je vous ai présenté, eh bien, j'ai transféré ces courriels, donc 6 pour l'instant, je les ai transférés à ce que j'appelle l'ensemble des hiérarques de l'éducation nationale. C'est-à-dire que je les ai transférés à M. Cyril Bourgerie, qui est actuellement DRH du rectorat de Reims et que je qualifie, je vous l'ai dit, de délinquant en col blanc, première catégorie. Donc, M. Cyril Bourgerie a reçu 6 courriels, lui aussi, et évidemment, comme je vous l'ai dit, il y avait 99 personnes en copie ouverte. Qui avait-il comme personne en copie ouverte? Eh bien, il y avait les membres les plus importants du rectorat de Reims, les membres les plus importants du ministère de l'Éducation nationale, les membres de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, et il y avait 50 journalistes de la Marne. J'ai oublié de vous dire aussi que quand j'ai écrit au juge, eh bien, j'ai aussi mis des journalistes de la Marne et de Nancy. Et donc, quand j'écris à M. Bourgerie et à tous les hiérarques de l'éducation nationale, qui sont passivement ou activement complices de toutes les décisions défavorables que j'ai eu à subir depuis 2016, et surtout, bien sûr, des 2 révocations en 2019 et 2021, eh bien, j'ai mis tous ces gens-là en copie afin qu'ils et elles sachent de quoi j'accuse exactement Cyril Bourgerie. Et là, vous voyez, ce que je lui ai mis dans le dernier courriel, c'est les 2 vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne à propos des 2 énormes irrégularités qui ont vicié le conseil de discipline du 21 mai 2019. Donc, premièrement, il s'agit du faux et usage de faux qui a été concocté par Cyril Bourgerie entre les mois de mars et de mai 2019. J'ai expliqué ça dans le direct que j'ai fait la semaine dernière avec Élise. Donc, il s'agit tout simplement d'avoir agrafé, après que j'avais consulté pour la dernière fois mon dossier administratif au rectorat et après que j'en avais fait établir un constat d'huissier, eh bien, M. Bourgerie, en tant que responsable de la tenue de mon dossier administratif, il a fait agrafer des documents bien antérieurs à la page à laquelle il a fait agrafer. Et en plus, ces documents n'avaient jamais été versés à mon dossier administratif depuis que je suis professeur dans l'éducation nationale. Donc, ça s'appelle une manipulation frauduleuse et ça peut être qualifié de faux et usage de faux. Et la deuxième irrégularité, sur laquelle j'ai fait une vidéo spécifique, eh bien, c'est que M. Bourgerie, le matin du conseil de discipline, a menti aux 37 autres personnes qui faisaient partie de ce conseil. Il leur a menti délibérément en leur disant que mon dossier administratif était complet et que donc, il n'y avait pas de motif pour reporter le conseil de discipline. Eh bien, M. Bourgerie a menti et je l'ai dit dès que je l'ai appris qu'il avait fait ce mensonge parce que dans mon dossier administratif, cela a été constaté par huissier et cela a été constaté par moi-même et par une témoin en février et en mars 2019, eh bien, il manquait 32 pages. Au moment du conseil de discipline, il manquait 32 pages. Et ça, c'est la faute et la responsabilité de M. Wow, 32. Attends, attends. J'ai mal entendu. Il manquait 32 pages? Oui.
Il a fait quoi? Il en a fait des avions avec? Ah, bah, je sais pas. En fait, donc, l'absence de ces pages, donc je l'ai constaté la première fois le 13 février 2019. Je suis allée donc consulter mon dossier administratif. Donc, je t'ai dit que la première fois que je l'avais consulté, c'était le 13 juillet 2016. Par la suite, dans les années qui ont suivi, comme la guerre avec le rectorat ne faisait que s'intensifier, donc j'ai été obligée de consulter mon dossier à d'autres reprises. Et les autres fois, je suis allée avec un huissier de justice, tu vois, pour que la consultation soit vraiment officielle. Et le 13 février 2019, j'y suis allée, non pas avec un huissier de justice, mais avec une amie témoin qui s'appelle Vanessa, que je remercie encore une fois de tout mon cœur. Et on a passé quelques 2h30 ce jour-là à regarder mon dossier. On a pris des photos et c'est là qu'on s'est aperçu de plusieurs anomalies. Premièrement, il y avait des pages de mon dossier que j'avais déjà regardées les fois précédentes. Elles avaient changé d'apparence. Tu vois, il y avait l'encre qui avait changé de couleur. Enfin, il y avait des anomalies comme ça. Il y avait des pages qui n'étaient pas les pages originales que j'avais déjà vues. Et puis, j'ai constaté avec Vanessa qu'il y avait une trentaine de pages qui manquaient. Et donc, je me suis adressée à l'employé du DRH qui était là pour nous surveiller quand on consultait le dossier avec Vanessa. Et je lui ai demandé, mais monsieur Jourdain, parce qu'il s'appelle Jérôme Jourdain, ce cher monsieur. Donc je lui ai dit, monsieur Jourdain, attendez, je constate qu'il y a une trentaine de pages qui manquent dans mon dossier. C'est pourtant la responsabilité de monsieur Bourgerie. Ça ne devrait pas exister que des pièces aient disparu. Et là, monsieur Jérôme Jourdain, il a dit, ben, je sais pas. C'est tout ce qu'il pouvait dire, évidemment. Donc, j'ai noté dans l'attestation de consultation, j'ai noté, premièrement, que je venais de constater qu'il y avait une trentaine de pages qui manquaient, et deuxièmement, que l'employé du DRH, il ne pouvait pas expliquer cette absence. Et cette absence d'une trentaine de pages a été constatée par, là, une huissière de justice qui s'appelle Nathalie Larcher, qui est huissière de justice à Vitry-le-François. Et donc, là, elle a constaté, elle aussi, et c'est écrit dans son constat, elle a constaté qu'il y avait 32 pages qui manquaient. Donc, ça veut dire, Pierre, que 2 mois plus tard, quand mon conseil de discipline a eu lieu le 21 mai 2019, ça veut dire que mon dossier était incomplet. Et ça s'appelle un vice de procédure. Et ça devrait automatiquement faire annuler le conseil de discipline et faire annuler les 2 révocations qui ont suivi. Mais évidemment, monsieur Bourgerie, Cyril, comme il est responsable de la tenue de mon dossier, d'accord? Toi-même, tu as vu, enfin, tu te dis, mais c'est pas possible que 30 pages. Mais oui, c'est possible. Et monsieur Bourgerie en est responsable. Et donc, pour évidemment ne pas reconnaître sa responsabilité et pour que le conseil de discipline puisse avoir lieu le 21 mai 2019, alors que ni moi, ni mon avocate n'étions présentes, puisqu'on avait demandé en urgence le report du conseil de discipline. Donc, monsieur Bourgerie, ce matin-là, mais évidemment, il ne voulait pas que le conseil soit reporté. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a menti. Il a menti effrontément, mais il a l'habitude. Il a menti à 37 autres personnes en disant « Ah, mais vous n'allez pas croire ce que Mme Chassard dit. Vous savez bien qu'elle est procédurière. Enfin, on vous a déjà parlé d'elle. C'est une caricature, cette bonne femme. Franchement, elle dit que son dossier est incomplet. Mais c'est pas vrai. Ça a été constaté par un huissier de justice. Je vous le dis, le dossier de Mme Chassard est complet. C'est validé par un huissier de justice. » Voilà l'énorme mensonge que Cyril Bourgerie a dit le matin du 21 mai 2019. Et j'en ai la preuve, puisque c'est écrit dans le procès-verbal de ce conseil de discipline que j'ai mis 5 mois à obtenir, mais que j'ai obtenu. Ouais. Enfin, en fait, ils sont sans gêne. Hein. Faux usage de faux. Faux usage de faux. Ils violent nos droits. Ils violent nos droits. Ils piétinent nos droits. Ils bafouent nos droits. C'est plus qu'être sans gêne. C'est clair. Mais faux usage de faux en écriture, oui. Propos mensongers, vol de documents. Enfin, vol, non, disparition. Ouais, mais moi, en tous les cas, moi, je suis désolé, mais pour moi, j'assume, je dis qu'il y a eu vol. Parce que, moi, je ne pense pas qu'il y a eu vol. Je pense que, étant donné qu'ils ont tellement manipulé les pièces de mon dossier, parce qu'ils devaient faire des photocopies pour les envoyer au tribunal administratif de Châlons-Champagne ou à la cour administrative d'appel de Nancy, je pense que dans cette manipulation, eh bien, il y a des pièces qui ont été perdues, tout simplement.
Ben ouais. Alors dans ces cas-là, on arrête le dossier. Si tu me permets, parce qu'on va pas tarder à arriver à la fin de sûr. l'émission. Ça fait déjà 1h35 qu'on est là. Oui. Donc on va essayer de finir la vidéo. Ouais. Et bonjour. Voilà. Donc, vous voyez, j'essaie de leur montrer à tous ces hiérarques du ministère et du rectorat que je détiens des preuves. Et cette fois-ci, je vais vraiment m'employer jour après jour à les montrer à l'écran pour que j'obtienne enfin justice de la part de ces harceleurs. Voilà, harceleurs institutionnels. Alors, qu'est-ce que je vais continuer à faire après le 9 juillet? C'est-à-dire à partir de demain. Demain encore, voilà, je recommence. Samedi, vous voyez, hier, je me suis reposée. Aujourd'hui, j'ai repris un petit peu le travail. Et puis, demain, je recommence. Donc, je vais continuer à faire les émissions en direct sur ma chaîne YouTube, soit toute seule comme aujourd'hui, soit avec des amis qui vont s'entretenir avec moi. Et puis, je vais vraiment essayer de faire beaucoup plus de capsules vidéo publiées diffusées dans les réseaux sociaux. Donc, j'ai créé un compte TikTok et il y a déjà une vingtaine de petites vidéos, mais j'ai publié tout récemment la première dans laquelle je m'adresse vraiment aux personnes qui vont m'écouter. Et puis, je vais aussi créer des capsules vidéo sur mon compte LinkedIn et puis toujours donc sur la chaîne YouTube. Je vais préparer aussi un communiqué de presse que je vais diffuser auprès des journalistes locaux, régionaux et nationaux. Si le juge Éric Mess n'entend pas raison et si il ne rouvre pas l'instruction avant le 17 juillet 2023, eh bien, je demanderai à mon avocat de déposer une demande de récusation auprès de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy, c'est-à-dire Madame Sylvie Fallier. Je pourrais faire aussi une procédure particulière qu'on appelle la prise à partie, une autre procédure qui s'appelle l'assignation en référé devant un tribunal judiciaire, et puis, pourquoi pas, j'y ai déjà pensé, j'ai déjà commencé à la rédiger, une plainte pénale par courrier recommandé contre M. Éric Mess que j'enverrai au procureur de Nancy. Voilà. Et éventuellement contre M. Philippe Christy au procureur de Châlons-en-Champagne. Et si le ou la procureure à Nancy ou à Châlons-en-Champagne a envie de classer sans suite ma plainte pénale, eh bien dans ce cas-là, je préparerai une citation directe devant le tribunal correctionnel pour délit de justice et complicité de harcèlement avec les hiérarques harceleurs du rectorat de Reims. Voilà ce que je ferai. J'ai oublié de dire une bonne nouvelle, c'est que, alors tu peux arrêter là, tu peux arrêter là, Pierre. Voilà, et moi je suis impardonnable, Jocelyne. Pourquoi? Parce que tu l'as dit dans la vidéo, alors avec 24 heures de retard, je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci Pierre. Voilà les amis, c'était un petit live avec notre amie Jocelyne qui vous a un petit peu expliqué son combat et qui en toute sincérité, elle a besoin un petit peu de vous. Elle a besoin de votre soutien. Alors comment? Vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil Pierrot, comment je fais pour apporter le soutien? C'est très simple. Vous avez le petit lien dans les commentaires de sa chaîne YouTube. Vous y allez, vous regardez vos vidéos, vous vous abonnez, vous mettez des petits likes, vous partagez ces vidéos sur les pages des réseaux sociaux parce que Jocelyne, elle n'est pas sur Facebook. Et ouais, vous pouvez comprendre pourquoi, hein. Je ne vous fais pas de dessin, d'accord? Donc, elle compte sur nous. Elle compte sur nous, les amis. Voilà, elle compte sur nous pour qu'on relaie une information. Et elle a donné dans cette vidéo, j'ai aimé cette vidéo, Jocelyne, parce que tu as donné énormément d'informations pour les personnes qui auraient envie, elles aussi, de se battre. Alors, effectivement, c'est le parcours du combattant, effectivement. Mais regardez, en Martinique, ils y sont arrivés et Jocelyne, elle commence à voir un petit peu le bout du tunnel. Voilà. Donc, moi, j'appelle ça… Je peux te répondre justement sur ce point, sur l'expression parcours du combattant, Pierre. Donc, la plupart des gens, quand elle entendent cette expression, ils pensent que ça va effectivement les épuiser. C'était une des questions que tu m'as posées au début de l'émission. Moi, dans le parcours du combattant, je vois deux choses intéressantes. La première, c'est que c'est une façon d'éprouver nos forces.
que ce soit nos forces morales, nos forces intellectuelles ou nos forces intérieures, nos forces spirituelles. Donc, si on n'a pas, si on ne rencontre pas sur son chemin des embûches, puisque plus tôt dans l'émission tu as utilisé ce mot embûche, eh bien on ne peut pas s'éprouver soi-même. Donc, un parcours du combattant, c'est une façon de se renforcer, de constater nos propres forces. Donc, on peut trébucher dans le parcours du combattant, évidemment. On peut rester peut-être quelque temps à terre, le temps de récupérer, de se régénérer, mais on se relève et on continue le combat. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans l'idée du parcours du combattant, encore une fois, il y a quelque chose de plus, comment dire, il y a quelque chose de plus grand que nous qui se joue. Si je parle d'un combat pour le droit, la justice et la vérité, c'est parce que ce sont des idéaux qui nous font être des êtres humains. On n'est pas des pantins comme, encore une fois, dans le clip de Mélismel. Si, dans le clip de Mélismel, tu as bien vu, il y avait le cœur qui battait. Pour moi, le cœur, c'est aussi une notion morale. C'est-à-dire, on a ces idéaux moraux du droit, de la justice, de la vérité, etc. Et il faut se battre pour que ces idéaux existent dans la réalité. Et en se battant pour ces idéaux, eh bien, moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire, c'est comme si cet idéal, il me redonnait de la force en retour. Voilà, c'est ça que je ressens. Merci beaucoup pour ces paroles. Donc, avant de conclure ce petit live, est-ce que tu aurais un dernier petit mot à rajouter ou un mot à adresser à nos amis les auditeurs? Eh ben, je les remercie par avance de tout mon cœur. Si en effet, pour m'aider, vous relayez l'émission de Pierre, le direct de Pierre. Si vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous partagez aussi les vidéos, si vous partagez des capsules, voilà, c'est la façon la plus simple de m'aider. Et je vous assure que c'est ce que craignent aussi les juges administratifs que j'accuse et les hiérarques. C'est ce qu'ils craignent le plus. Et j'en ai eu des exemples. Depuis 7 longues années, j'ai eu des exemples justement où la médiatisation m'a fait gagner quelques victoires. Ça j'en suis sûre et certaine. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple de m'aider et je vous remercie du fond de cœur si vous le faites dès aujourd'hui et dans les jours suivants. Parce que le 17 juillet 2023, il faut que le juge Éric Mess réouvre l'instruction et accepte de vérifier ce que je dis, tout simplement. C'est son devoir. Donc, si je dois l'obliger avec des courriels d'interpellation, en lui disant, regardez, les directs que je fais, ils sont suivis par des centaines ou des milliers de personnes, eh bien, je le ferai parce que s'il n'y a que ça pour lui faire faire son travail correctement, c'est ce qu'il faut faire. Explosion! Réveillez-vous! La vérité, le droit et la justice.